On poursuit avec notre invité Jean-François Corti, président de Médecins du Monde. Merci monsieur d'être avec nous. Vous êtes également l'auteur de Géopolitique de l'action humanitaire aux éditions Erol. Ce ne sont pas 90 camions qui vont mettre fin à la famine qui s'empare de Gaza. Médecins du Monde a suivi l'évolution justement de la malnutrition aiguë, notamment chez les enfants et les femmes enceintes. Quel est le constat que vous faites ? Oui, on a une centaine de personnes qui travaillent encore aujourd'hui dans des conditions extrêmement difficiles, dans Gaza City, dans Dar el-Bala aussi, un petit peu au sud de la bande de Gaza. On fait de la santé primaire, on fait de la santé mentale, on accompagne les femmes enceintes notamment quand on le peut, et puis on a un programme sur la malnutrition. Et on a mis en évidence une corrélation très forte entre des taux de malnutrition explosive et l'intensité du siège et du blocus. On a suivi une cohorte de 10 000 enfants dans nos activités entre juillet 2024 et avril 2025. Et on voit par exemple qu'en novembre 2024, alors que le siège était intense, on avait des malnutritions aux environs de 20%. Enfin, il faut imaginer qu'avant le 7 octobre 2023, on parlait de 0,8%. Donc ce sont des taux explosifs de malnutrition pour des enfants de 6 mois à 5 ans, mais aussi pour des femmes enceintes et allaitantes. Au moment du cessez-le-feu du début 2025, on repasse à 2-3%. Et ensuite, aujourd'hui, on est au moins à 20% aussi de malnutrition. Il faut avoir en tête que la malnutrition, ça veut dire que les systèmes immunitaires, notamment des enfants qui sont les plus fragiles ou des femmes enceintes, n'est pas suffisamment fort pour pouvoir les protéger contre les agressions bactérienne et virale, donc ce sont des surmortalités. On est dans un contexte en plus où le système de santé est quasiment à plat, vous l'avez rappelé. Il n'y a que quelques hôpitaux qui fonctionnent avec beaucoup de pénuries de médicaments, de personnel, de fuel pour l'électricité. Et donc vous avez des mortalités explosives pour des enfants malnutris qui meurent sous les bombes en masse et qui ne peuvent pas être soignés. On est dans un contexte, je le dis clairement, où il y a des populations civiles qui meurent, où il y a de l'aide qui est empêchée et où il y a aussi les conditions créées pour ne pas avoir accès aux soins, et donc des conditions de vie inacceptables d'un point de vue physique et mental. Ça renvoie à des éléments techniques, et c'est Amnesty International qui le rappelle, des éléments techniques en faveur d'un génocide en cours à Gaza aujourd'hui. C'est ça la situation. Donc on est bien au-delà d'une crise humanitaire, on est dans une crise d'humanité, c'est ce que rappelle aussi mon collègue de l'OMS. D'autant plus qu'utiliser la faim comme arme de guerre est strictement interdit par le droit humanitaire. N'est-on pas là dans une sorte de punition collective, je dirais, qui finalement n'a plus rien à voir justement avec le respect des droits humains? Le droit international humanitaire, il est censé protéger les civils, les aidants, les soignants. Il n'est pas censé arrêter la guerre, mais essayer de l'humaniser. En théorie, lorsque vous effectuez un siège, que vous êtes une force occupante, vous avez le devoir de laisser entrer l'aide de manière proportionnée, de pouvoir évacuer les blessés. Et il y en a environ 100 000 à Gaza. Et tout cela n'est pas fait. Il y a près de 400 humanitaires qui ont été tués. Il y a aussi des otages aujourd'hui qui sont soumis au risque de bombardement et de mort du fait de toutes ces pénuries. Donc vous avez des civils qui meurent en masse, y compris des femmes et des enfants. Et cela effectivement correspond à une punition collective, vous l'avez rappelé, mais surtout correspond à de possibles crimes de masse et de crimes contre l'humanité qui sont tout à fait condamnables. Une politisation également de l'aide humanitaire? Alors c'est tout à fait assumé de la part des autorités israéliennes de dire aujourd'hui qu'ils vont empêcher l'aide de rentrer parce qu'ils veulent toucher le Hamas. Le problème, c'est que c'est la population civile qui en paye le prix, et donc on est totalement en rupture avec le droit international humanitaire. Et puis j'ajoute, c'est des annonces qui ont été faites par les autorités israéliennes, non seulement elles disent qu'elles vont réoccuper, recoloniser massivement et pour longtemps la bande de Gaza, mais qu'elles vont déplacer, et ça se fait déjà régulièrement, les populations vers l'ouest et ensuite probablement dans le sud autour de Rafah. Près de 2 millions de personnes qui seraient concentrées. C'est les autorités israéliennes qui utilisent ces termes, et avec potentiellement 4 ou 5 hubs logistiques, des lieux où il y aurait de la nourriture qui serait distribuée grâce à 50 à 60 camions qui rentreraient dans la bande de Gaza par Kerem Shalom et qui seraient gérés par des organisations privées de mercenaires américains. Que vous condamnez, vous, en tant qu'ONG? Et qui seraient supervisés par des militaires israéliens. Évidemment que les Nations Unies, les ONG comme Médecins du Monde, on condamne cela parce que cela relève d'une privatisation, d'une militarisation de l'aide qui n'a rien à voir avec les principes de l'action humanitaire contemporain que sont l'impartialité, l'indépendance, la neutralité. Un acteur partie prenante au conflit n'a pas à gérer comme ça l'aide humanitaire, à la rendre totalement liée à ses propres volontés. Donc on dénonce cet état de fait. De fait, les organisations comme la nôtre, on est dans un dilemme important parce que d'abord, on s'inquiète au quotidien pour la survie de nos équipes qui font un travail formidable, mais qui sont la plupart sont sous les bâches en plastique, se déplacent régulièrement au gré des opérations militaires et dans le même temps font des consultations médicales, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais les organisations comme la nôtre, comme les Nations Unies,
on ne sera pas et on ne pourra pas être des opérateurs de ce qui s'annonce comme étant une déportation massive de population au service d'une politique coloniale assumée par les autorités israéliennes. Ça va nous mettre en difficulté dans un contexte de privatisation et de militarisation de l'aide. La raison humanitaire qui guide et qui borde nos engagements est totalement mise de côté et c'est problématique pour nos organisations, pour les Nations Unies, pour faire un travail en toute impartialité et indépendance. C'est pour ça que vous dites que ce n'est pas une crise humanitaire, mais une crise d'humanité. Vous parlez de faillite morale? Je parle de faillite morale parce que ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui sont morts. C'est des centaines de personnes, dont la plupart des femmes et les enfants aujourd'hui, qui meurent sous les bombes, qui sont assoiffés, qui ont faim. Les populations et les corps de patients qui viennent nous voir tous les jours ont faim, ont soif. Tout cela est connu du monde entier. On est en totale rupture avec le droit international humanitaire. Je l'ai rappelé, on a tous les éléments techniques, comme le rappelait Amnesty, en faveur d'un génocide en cours. Et nous avons des États comme la France, comme les États-Unis, pas les États-Unis, mais l'Angleterre, l'Allemagne, qui sont des États qui ont signé les accords de Rome de 1947, qui sont censés prévenir les risques de crimes de masse. On les a entendus là récemment. Oui, on les a entendus. Ils sont en train de faire ce que j'appelle une gesticulation communicationnelle, c'est-à-dire ils disent attention, si vous continuez à faire cela, et par l'autorité israélienne, alors on risque de prendre des mesures beaucoup plus importantes. Mais on se demande qu'est-ce qu'ils attendent de plus. Hier, il y avait un 10e train de sanctions légitimes contre M. Poutine parce qu'il met à mal et ne respecte pas le droit international en Ukraine. Il n'y a rien de cela aujourd'hui sur le gouvernement d'extrême droite israélien. Et donc on espère qu'il y aura des pressions beaucoup plus importantes, tangibles, comme la remise en question de l'accord notamment économique entre l'Europe et le gouvernement israélien. Aujourd'hui, tout cela n'est pas encore fait. On n'est que dans la communication. Il faut vraiment encore aller plus loin pour stopper les massacres en cours. Votre message vient d'être entendu par nos téléspectateurs. Merci beaucoup Jean-François Corti, président de Médecins du Monde. Merci d'être venu nous parler de cette situation. Et c'est dans ce contexte justement que le premier